Salut les amis, bienvenue dans cet épisode que j'estime être primordial pour faire un choix au moment de passer à la voiture électrique. Lorsqu'on parle de voiture électrique, on parle forcément d'autonomie, mais même si je vais vous expliquer comment déterminer celle dont vous avez réellement besoin, vous allez voir que dans une certaine mesure, nous en surestimons bien souvent la valeur. Aujourd'hui, il est temps de voir quelle voiture vous convient et surtout si la voiture électrique correspond bien à vos habitudes de vie. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. La voiture individuelle fait partie de la vie quotidienne des Français moyens depuis les années 60 environ. Elle s'est imposée de plus en plus comme le moyen de transport préféré des Français au point de devenir incontournable. Tout était conçu pour elle, les villes, les campagnes et les autoroutes bien sûr. La choisir est parfois un casse-tête, mais c'est surtout une étape essentielle qu'il ne faut pas négliger. En effet, plus de la moitié des insatisfactions recensées par les autorités européennes et américaines en ce qui concerne l'usage d'une automobile sont dues à une mauvaise adéquation entre le véhicule et l'usage qui en est fait. Donc, est due au choix de son propriétaire. C'est la première cause d'insatisfaction, bien avant les problèmes techniques ou les relations difficiles avec un constructeur ou son réseau de distribution. C'est plutôt logique lorsqu'on y pense. Et voyons ce que ça donne sur des exemples. Une personne ne roulant que peu, faisant essentiellement des trajets urbains, ne devrait pas conduire un véhicule diesel, par exemple. Et pourtant, c'est bien ce qu'ont fait la majorité des clients urbains entre les années 1990 et les années 2010. La plupart des problèmes techniques rencontrés par ces clients étaient dus à l'usage qu'ils faisaient de leurs autos. Usage qui encrassait les systèmes anti-pollution et les moteurs. Ça, c'est pour le choix du carburant, mais le choix est parfois mauvais pour le véhicule en lui-même. En 2008, j'ai eu la visite, en tant que commercial auto, d'un client attiré par les derniers breaks Opel Vectra que nous bradions en raison de l'arrivée du prochain modèle, l'Insignia. Avoir une grande familiale diesel très bien équipée pour moins de 20 000 € était une aubaine pour cet ouvrier père de famille. Il est entré dans la concession, m'a demandé si la voiture en exposition était disponible et précisé qu'il payait cash la voiture à la commande. Au lieu de me précipiter pour faire le bon de commande, j'ai pris un peu de temps pour discuter avec lui. Et lui montrer l'auto, quand même. Il dépensait tout de même 15 ans d'économie d'après ce que j'avais compris. Lorsqu'est venu le sujet des vacances, il s'est émerveillé de pouvoir se rendre au Portugal avec sa famille de manière confortable. Avec ses 4 enfants. Non mais attendez, la Vectra Break, c'est une 5 places, lui ai-je dit. J'ai alors vu dans ses yeux son rêve s'écrouler. Le gaillard avait beau sembler solide, il en avait les larmes aux yeux. J'ai rapidement cogité car je déteste laisser quelqu'un dans la détresse. Ça me met toujours super mal à l'aise. Je me suis alors rappelé du Zafira du chef qui arrivait à la fin de sa période de démonstration. Avec une remise pour une auto de 3 mois et 6 000 km, un petit crédit de 3 000 € pour compléter l'apport du client, ce qui a en plus permis de disposer de 5 ans de garantie et d'un contrat d'entretien, eh bien le monsieur était ravi. Pendant les années où je suis resté dans le garage, j'ai reçu chaque été une petite carte du Portugal de ce bon monsieur qui, si je lui avais vendu la voiture qu'il voulait, aurait été extrêmement déçu. Donc on le voit, le choix d'un véhicule est extrêmement important au départ, et il faut le faire de manière éclairée. Donc avoir conscience de la manière dont on utilise son auto. Si on regarde l'usage moyen réel fait par nos concitoyens, la voiture n'est que peu présente dans nos emplois du temps, quoi qu'on pourrait en penser. Par contre, la voiture est une part essentielle de nos préoccupations, et ce, en raison généralement du coût que cela représente. En moyenne, les Français font 1 heure de trajet par jour si on considère une moyenne de 3 trajets quotidiens. Ce temps est sous-entendu tout moyen de transport confondu. Et c'est bien entendu une moyenne. Certains en feront beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Pour ceux qui utilisent la voiture, ils parcourent toujours en moyenne environ 12,4 km par jour selon les statistiques de 2019. Cet usage est par contre peu réaliste et surtout peu en phase avec l'usage de ceux qui ont réellement besoin d'une voiture au quotidien. C'est en effet une moyenne qui tient compte de ceux qui n'ont pas besoin de leur auto au quotidien et qui ne l'utilisent donc que ponctuellement. Pour ceux qui vont tous les jours au travail avec leur auto, c'est plutôt une moyenne de 50 km par jour, 5 à 6 jours par semaine qu'il faut prendre en compte. Bien, maintenant que nous avons des moyennes et une petite idée des ordres de grandeur, voyons ce qui va déterminer le choix d'un modèle de voiture.
Lorsqu'on choisit une auto, c'est bien souvent en fonction de critères tels que le prix, la taille de la famille et l'usage qu'on va faire de l'auto. Pour une voiture secondaire, le choix est généralement plus facile à faire que pour une voiture principale. En effet, le véhicule familial devra avoir des capacités plus polyvalentes que le second véhicule. Il doit servir pour les trajets quotidiens, mais aussi permettre de voyager. Or, c'est bien souvent ce dernier paramètre qui détermine le choix de l'auto principale. Alors même que c'est l'usage le plus réduit qu'on a de ce véhicule en général. Ainsi, nombre de personnes sont réticentes à passer au véhicule électrique et préfèrent l'hybride uniquement à cause de ses trajets, qui représentent généralement moins de 5% de l'usage qu'on fait de son auto. Une hybride rechargeable peut être alors préférée, alors que son coût d'achat sera équivalent à celui d'une voiture électrique et son coût d'utilisation exorbitant en dehors de ces 4 trajets longue distance que font les Français en moyenne par an. Une voiture avec enfants et parfois animaux s'arrête généralement toutes les 2 heures pour une durée de 15 à 30 minutes, voire plus au moment des repas. Et donc l'hybride ne se justifie pas non plus dans cet usage-là, à moins d'être un bourrin qui veut traverser la France sans s'arrêter, au mépris de la sécurité et du confort de ses passagers, comme je le dis souvent. Si la voiture électrique a assez d'autonomie pour parcourir 2 heures de route et une recharge assez rapide pour faire le plein en 30 minutes, ce qui, entre parenthèses, devient de plus en plus facile à trouver avec la diversification et la densification des réseaux de bornes rapides, alors elle correspond aux besoins de la famille pour les voyages. Si elle peut parcourir 260 km à 130 km/h de moyenne, voire 110 pour une auto un peu plus petite et un peu moins évoluée, et qu'elle peut charger de 10 à 80% de sa capacité en 30 minutes, eh ben c'est gagné. Globalement, c'est le cas d'à peu près toutes les familiales proposées à la vente aujourd'hui. Le critère du grand trajet n'est donc pas un vrai facteur limitant, même s'il est bien souvent mis en avant comme prétexte. En revanche, l'usage quotidien est lui bien plus important pour déterminer si une auto est adaptée ou non à vos habitudes, surtout si vous ne disposez pas d'une solution de recharge au quotidien, à la maison ou au travail. Avant de traiter ces 2 cas, avec ou sans solution de recharge quotidienne, voyons comment la psychologie du conducteur va influer sur le résultat. En premier lieu, parlons des habitudes héritées de la voiture thermique. Dans l'usage, il a toujours été déconseillé de vider totalement son réservoir d'essence, ou de gasoil. Mais savez-vous pourquoi ? C'est évident pour pas tomber en panne. La réserve de 5 à 7 litres permet en général de trouver une station-service pour refaire le plein et continuer sa route, c'est un fait. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle cette réserve est aussi importante sur une voiture thermique. L'imprécision des jauges à carburant est une des raisons de cette quantité de réserve, car lorsque le carburant ballotte dans le réservoir, la jauge aussi se déplace. Son flotteur va indiquer une quantité restante approximative, contrairement à une batterie qui indique son état de charge de manière bien plus précise. De plus, si le ballottement est suffisant, une petite quantité d'air peut entrer dans les conduites de carburant. Si la bulle est assez importante, cela peut désamorcer la pompe à carburant et causer une panne, malgré que le réservoir ne soit pas totalement vide. C'est ce qu'on appelle le déjaugeage. Certains évoqueront aussi la présence de contaminants dans le carburant qu'il vaut mieux éviter d'avoir dans son moteur. Techniquement, je suis plutôt d'accord. Dans l'usage, pas tout à fait. Vider son réservoir serait censé remuer ces contaminants. On remue la merde au fond du réservoir, comme on dit vulgairement. Eh bien, c'est en grande partie faux, parce que les réservoirs pompent déjà le carburant à la base en général, même si l'orifice est sur le dessus du réservoir, la pompe, elle se trouve bien à la base, et en plus, elle est équipée d'une crépine, qui empêche les plus gros morceaux de passer, ainsi que d'un filtre à carburant. Donc il y a quand même très peu de chances d'avoir un problème, surtout en plus qu'aujourd'hui, les carburants sont très suivis au niveau de la qualité. Les seuls cas où il y aura un problème, c'est quand on va avoir un contaminant liquide dans le carburant. Et là, ni les filtres, ni la crépine, ni le fait d'aller au fond du réservoir ne va changer quoi que ce soit. Le carburant sera impropre à être utilisé et donc va poser des problèmes. Point. Bien, maintenant qu'on sait pourquoi il y a une grande réserve de carburant, mais quelles sont les conséquences de cette réserve ? Eh bien, nous avons pris l'habitude d'avoir toujours entre 50 et 70 km d'autonomie de réserve lorsque le voyant orange s'allume. Certains tests ont démontré que même après le 0 affiché au tableau de bord, donc que l'aiguille ne bouge plus ou que l'ordinateur de bord indique 0 km d'autonomie, on peut encore faire généralement de 30 à 50 km si on est prudent, du moment qu'on évite de trop remuer le carburant pour éviter les déjaugeages. Pour une voiture électrique, 30 à 40 km de réserve serait en tout suffisant, mais les fabricants ont presque tous adopté des réserves équivalentes à celles des autos thermiques.
Ainsi, 70 km lorsque le niveau de charge passe à l'orange est une valeur habituelle, tandis que pour la plupart des constructeurs, il reste aussi quelques kilomètres disponibles, même une fois le zéro atteint. C'est le cas par exemple de Tesla. Passons donc maintenant au calcul de nos besoins de transport quotidien. D'ailleurs, petite parenthèse qui peut vous aider à faire un choix intelligent. Lorsque vous recensez vos trajets, je vous conseille d'utiliser un petit tableau. Dans ce tableau, mettez votre kilométrage, le temps utilisé et le coût en euros. Mais ce n'est pas tout. Ajoutez des colonnes supplémentaires pour un type de transport alternatif, ainsi que le temps et le coût liés à ce transport alternatif. Lorsque j'ai fait cela en 2011 pour tous ces usages, ce n'était pas pour réduire mon utilisation de la voiture, mais pour faire plus d'exercice. Chaque kilomètre de marche ou de vélo me permettait de consolider ce que je faisais pour ma condition physique. Pourtant, à la fin de l'année, lorsque j'ai vu combien j'avais économisé sur les petits trajets pour aller chercher le pain, pour aller au casse-croûte à midi, ou simplement pour faire une petite course, eh bien j'ai été abasourdi. J'avais réduit de 15% mon kilométrage annuel en voiture, ce qui a représenté un beau budget, mais une perte de temps négligeable. Comme mes trajets étaient plus lents, je regroupais tout ce que je pouvais et au final, je faisais des économies sans perdre de temps, parce que je faisais plusieurs choses lors d'un même trajet. Je vous invite donc à en faire de même lorsque vous faites le choix de votre nouvelle voiture. Et vous verrez, c'est un chouette défi pour améliorer sa santé et celle de votre porte-monnaie. Allez, passons au calcul. Pour calculer l'autonomie dont on a besoin pour les trajets quotidiens, on commence donc par une réserve de 70 km, qu'on ajoutera systématiquement à chaque calcul. Ensuite, il faut calculer ce dont on a besoin entre deux charges. Commençons par un conducteur n'ayant pas de recharge à la maison ou au travail. Je vais vous donner un exemple de la vraie vie avec une personne qui se posait la question de passer à l'électrique malgré une situation qui pourrait sembler compliquée. Cette personne est seule avec un enfant. Elle travaille à 45 km de chez elle. Elle résidait dans une copropriété et ne pouvait recharger au moment du choix de sa voiture. L'installation d'une borne n'ayant pas été votée par l'Assemblée générale. Son lieu de travail n'était pas non plus équipé d'un point de charge. Dans la semaine, en plus de son travail, elle a plusieurs déplacements à faire. Elle fait des courses une fois par semaine et se rend dans une salle de sport 2 fois par semaine. Son fils étant gardé par les grands-parents, qui habitent non loin, ceux-ci l'emmènent souvent à ses activités. Ma conductrice se rend également le week-end au cinéma ou au théâtre, qu'elle pratique en amateur. Pour recharger, elle dispose des bornes suivantes. Un groupe de bornes ultra rapides au supermarché où elle fait ses courses, une borne 22 kW au cinéma et une autre à 2 pas de la salle de sport. En théorie, elle peut charger 3 à 4 fois par semaine, mais dans la pratique, cela peut être largement différent, en raison du taux d'occupation des bornes semi-rapides, ou du prix des recharges ultra rapides. Pour limiter ses frais, elle préfère les bornes 22 kW moins chères, mais aussi parfois occupées. Au pire des cas, elle ne peut se charger qu'une fois par semaine sur la borne ultra rapide. Elle dispose donc d'1 heure de recharge environ, le temps de faire ses courses. Avec 6 jours à 2 fois 45 km et 70 km de réserve, il lui faudrait 610 km d'autonomie réelle. Ce qui n'entre pas dans ses moyens financiers et ce qui est relativement rare dans le monde automobile. Toutefois, elle a commencé à regarder comment étaient occupées les bornes 22 kW lors de ses passages pendant les quelques semaines qui précédaient son achat de véhicule. Elle a pu ainsi se donner une idée de leur disponibilité. Statistiquement, elle s'est rendue compte qu'elles étaient libres et fonctionnelles plus de 60% du temps. Donc dans la semaine, en supposant que la moitié du temps elle puisse recharger, il ne lui faut plus que 3 jours d'autonomie au maximum ainsi que la réserve, soit 340 km en vrai. Et ce, même si la recharge sur les bornes 22 kW n'est que partielle. Voilà qui est nettement plus facile à trouver. En calculant large pour pallier aux consommations supérieures de 20 à 25% en hiver, il y a tout de même énormément de modèles disponibles malgré un usage plutôt intensif de notre conductrice. En ayant des moyens limités mais aussi des besoins en place à réduit, elle s'est tournée vers un Hyundai Kona électrique avec la batterie de 64 kWh. À 340 € par mois en LOA, son budget auto a été réduit de quasiment la moitié par rapport à son Captur diesel d'avant. À ce jour, elle a pu installer une borne dans son box de copropriété, et son employeur a mis en place des solutions de recharge récemment. Donc pour synthétiser, pour savoir de combien vous devez disposer d'autonomie lorsque vous n'avez pas de moyen de recharge, faites le recensement des points de recharge autour de chez vous, et des lieux que vous fréquentez régulièrement. Une fois cela fait, calculez le temps le plus long entre vos passages en ces points. Vous aurez alors le nombre de jours qu'il faut tenir entre 2 recharges. Maintenant, voyons le cas d'une personne disposant d'un point de charge à la maison ou au travail, mais un usage extrêmement intensif. On pourrait se dire que c'est Byzance de pouvoir recharger à la maison, et c'est vrai, c'est plutôt sympa pour la majorité des gens.
et que, du coup, il ne faudrait qu'une seule journée d'autonomie. Eh bien, pas forcément. Charger chez soi implique souvent une charge lente, et parfois cela ne suffit pas pour passer la semaine. Je vais m'expliquer. Je prends un exemple réel encore une fois. J'en avais parlé dans cette vidéo que je vous mets dans les fiches, qui parle de cette borne de recharge qui disjonctait à qui mieux mieux. Ayant près de 100 km à parcourir par trajet pour se rendre au travail, Christophe, dont j'ai parlé l'autre jour, eh bien, ma foi, même avec une recharge à domicile, avait un souci d'autonomie. Christophe rentre en général vers 20h30 du travail et ne doit repartir que vers 8h30 le lendemain matin. Le problème, c'est qu'il a un abonnement avec des prix différents jour et nuit. Sa borne de recharge n'est donc active que pendant les heures de nuit, soit de 22h à 6h du matin. Dans l'idéal, il doit pouvoir recharger 200 km pendant ces 8 heures. Avec un véhicule consommant 18 kWh au 100 l'été et 20 l'hiver, ce qui est un peu plus que ce qu'on a recensé réellement, il lui faut donc recharger de 36 à 40 kWh pour retrouver son autonomie de départ tous les matins. Le week-end, il a 2 nuits pour recharger, ce qui permet de retrouver l'autonomie totale le lundi matin. Imaginons que, contrairement à Christophe qui est équipé en triphasé et donc qui recharge totalement chaque nuit, une personne dans le même cas soit limitée dans sa puissance de charge. Eh bien c'est mon cas et donc du coup je vais utiliser mon cas à moi. Je suis en monophasé et tout est électrique chez moi. J'ai une borne de recharge limitée à 32 ampères, mais étant donné les consommations que je fais en hiver, eh bien je préfère me limiter à 16 ampères pour éviter de dépasser mon abonnement. Ce qui veut dire que je ne recharge qu'à 3,2 kW maximum en hiver. Du coup, si j'avais les mêmes trajets que Christophe, eh bien, le soir, en rentrant, j'aurais consommé 40 kWh. Mais une nuit de recharge ne m'aurait permis d'en récupérer que 8 fois 3,2, donc 25,6 kWh, soit 128 km d'autonomie. J'ai donc un déficit de 72 km d'autonomie pour une journée. Ce qui fait que pour avoir 200 km d'autonomie le vendredi, il m'en faudrait en tout 488 pour avoir une semaine où chaque jour j'aurai mes 200 km d'autonomie au moins. Et ce, sans avoir à recharger sur une borne de recharge rapide entre-temps. Avec une recharge à 7,4 kW ou au-delà par contre, je n'aurais plus eu de soucis. On le voit, l'autonomie seule n'est absolument pas un critère de choix important pour une voiture électrique. Sa valeur ne doit jamais être découplée de la puissance de recharge disponible. Ma conductrice en Kona avait besoin d'une auto disposant d'une bonne autonomie et d'une puissance de recharge moyenne. Ne se déplaçant que peu sur des grands trajets, les recharges ultra rapides n'étaient pas une priorité. Avec 77 kW de puissance de recharge au maximum en courant continu, elle peut recharger quasiment toute son autonomie le temps de faire ses courses la semaine. Sur les bornes 22 kW, elle peut quasiment faire la même chose pour la semaine, où elle peut charger partout. Il ne lui faut que 5h30 pour la recharge de 20 à 100%, et elle passe presque tout ce temps entre la salle de sport et le théâtre pendant la durée de la semaine. D'ailleurs, dans son choix d'auto, heureusement qu'elle avait pensé à demander conseil. En effet, en analysant son usage, on a pu lui conseiller fortement de prendre l'option chargeur 11 kW, afin de profiter à plein des temps de recharge sur les bornes semi-rapides à courant alternatif. Si elle n'avait pas pris cette option, elle n'aurait chargé qu'à 7,4 kW maximum. Les très grandes autonomies doivent être réservées à des usages extrêmement spécifiques et surtout à des conditions particulières. Mettre une grosse batterie dans un véhicule de vent tracté comme le Chevrolet Silverado EV ou le Cybertruck a du sens, car il faut de la puissance brute. Mais simplement mettre des packs énormes pour donner des autonomies annoncées marketing exceptionnelles est carrément une aberration. Au final, on se rend compte que dans 99% des cas, cela ne sert à rien. Et qu'en plus, c'est préjudiciable à l'efficience du véhicule, à l'écologie, mais aussi à l'image d'un constructeur qui procède ainsi car il démontre qu'il n'a rien compris aux évolutions en cours ni à la façon de faire une bonne voiture électrique. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.